fine, les progrès d'études qu'on fait sur les structures en particulier, ça permet d'économiser la structure du béton, et beaucoup en France du béton, et donc de diminuer les déchets. De ce point de vue-là, des progrès techniques, on parlait du BIM tout à l'heure en préparant cette petite intervention. Le BIM, c'est la maquette numérique, est aujourd'hui un système qui nous permet d'optimiser les structures, donc de gratter petit à petit sur le poids, puisqu'on est une industrie où les coefficients de sécurité sont absolument gigantesques, parce que finalement, c'est pas très grave. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était pas très grave pour nous. Dans l'aéronautique, par exemple, je peux vous garantir que quand il faut aller chercher du poids, ils savent faire et ils vont le chercher. Donc tout ce travail sur la conception des bâtiments, tout ce travail sur la récupération sur place. Alors ça, c'est la vie d'un chantier. Ça, c'est la vie du bâtiment dans son existence. Dernier point sur cette histoire de déchets et de besoins, c'est tout le travail sur et ça c'est vrai particulièrement au bureau, c'est de réfléchir à la surface des bâtiments. C'est pour un usage donné. Vous savez qu'un de nos grands dadas, c'est les bureaux partagés, c'est le coworking. Aujourd'hui, et je m'adresse à des directeurs immobiliers, d'ailleurs un certain nombre d'entre eux connaissent ma tendance à pousser ça. C'est vrai qu'on est capable de faire des bureaux où la surface par poste de travail est considérablement plus petite. Alors ça fait des économies d'exploitation pour les propriétaires, pour les usagers, bien sûr, mais ça fait aussi que vous pouvez, pour le même usage, vous fabriquez moins de surface. Et si vous faites moins de surface, vous ferez moins de déchets. C'est autant de matériaux en moins, bien sûr, et donc passer à la conception. Ça, c'est la vie du bâtiment. Après, la conception. Sur la conception du bâtiment, alors bien sûr, moi j'aime bien les signaux prix, mais j'aime bien les signaux prix quand ça augmente pas trop mes prix de revient. Je comprends assez bien. Et j'aime mieux la fiscalité incitative que la dissuasive. Et donc la conclusion qu'on a tirée de cette réflexion, c'est que d'abord évidemment il faut travailler sur le recyclage. Ça pose pas il n'y a pas de question là-dedans. Je suis d'accord avec vous, c'est pas petit, ça doit s'appliquer. Donc comment on fait? Mais nous, les coûts de mise en décharge, surtout pour les terres polluées ou les éléments pollués, ils sont lourds. Enfin, ils sont lourds, ils impactent assez lourdement nos chantiers. Et donc, in fine, le coût des loyers que les uns et les autres, vous avez à payer dans vos bâtiments. Donc, notre idée, c'est de dire il faut, et c'est d'ailleurs la même chose pour l'énergie, notre objectif, c'est de réutiliser sur place tout ce qu'on peut réutiliser. Alors ça, vous m'expliquiez ce que vous aviez fait à Toulon, c'est très intéressant. On n'est pas des industriels du recyclage. Alors, évidemment, on peut pouvoir utiliser le verre plat. Mais la grosse partie, quand on démolit un bâtiment, quand on déconstruit un bâtiment, comme on dit aujourd'hui, c'est du béton. Surtout en France, c'est des structures béton. Ces structures béton, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, on avait la ferraille qu'on revend, et tout le béton partait dans des camions en décharge. Ça coûtait cher en transport, ça nous coûtait beaucoup en problèmes sociaux et en problèmes de recours parce qu'on mettait du désordre dans les quartiers alentours, et puis ça nous coûtait de l'argent par la mise en décharge. Aujourd'hui, toute notre stratégie, c'est de concasser ce béton sur place et de le réutiliser directement comme nouvel agrégat dans les nouvelles constructions ou comme agrégat pour les bases de chaussée. C'est ce que vous avez fait justement sur l'hôpital Fompré, auquel vous faites allusion. C'est les grands hôpitaux, les traditionnels qu'on faisait il y a une trentaine d'années. On l'a démoli, on a réutilisé la totalité du béton qui a sous forme de concassage pour les chaussées et pour tous les massifs d'escalier. Il faut savoir qu'il y a une pénurie de gravier dans le monde. On n'imagine pas ça. Il y a une pénurie de sable. Le Dubaï achète, ou achète pas d'ailleurs, va piquer du sable dans tous les pays émergents d'Asie parce qu'il n'a pas assez de sable, il n'a pas assez de gravier pour construire ses tours. Donc tout ce qu'on fait, on le fait sur place. Et là, dans ce cas, vous avez utilisé la totalité donc, du béton, des déchets. La totalité des bétons a été réutilisée sur place. On a un chantier expérimental à Bagneux, sur un immeuble qui appartenait à Sanofi, quelqu'un est intéressé. Et là, on a dit, on va faire une opération expérimentale. Parce que, comme toujours, nous, on croit beaucoup à la preuve par l'exemple et au test. On s'est dit, on va prendre cette déconstruction, il y a à peu près 30 000 mètres carrés, et notre objectif, c'est de recycler plus de 80% de ce qui est dedans. Et ça demande une démarche complètement différente de celle qu'on a d'habitude, puisque avant de commencer, et c'est souvent le cas, on dépense du temps en études pour gagner du temps après. Donc on a étudié de façon systématique tout ce qu'il y avait
dans le bâtiment. On a référencé tous les matériaux un par un. Et après, on les a classés. Effectivement, tout ce qu'on pouvait utiliser sur place, et on réutilisera tout le béton, va être réutilisé sur place. Et puis, on va recycler avec des filières industrielles. Alors, on a passé des accords avec vous, avec Saint-Gobain, sur le verre-plat et sur le placo. On a passé des accords avec Tarkett sur tout ce qui est les moquettes. Donc, on a pris tous les industriels. Tous les produits sont identifiés un par un. Et on passe des accords avec des industriels qui eux-mêmes sont intéressés parce qu'ils apportent la preuve que le système est efficace. Je vous vois. Non, je voudrais rebondir parce qu'en fait, on est d'accord sur l'histoire. Pourquoi vous faites le recyclage du béton sur place? Parce que le coût de la mise en décharge est trop cher. Pourquoi est-ce que sur le placo, le gypse, il n'est pas recyclé? Parce que le coût de la décharge n'est pas assez cher. Donc c'est que le signal prix, il doit être ajusté en fonction des produits. C'est pour ça qu'il faut revoir les classifications. Mais c'est la même idée. Mais on est d'accord sur le signal prix. Oui, mais là, en l'occurrence... Y compris sur la taxe carbone. D'ailleurs, sans taxe carbone, on ne pourra jamais développer les énergies renouvelables. Regardez, sur le béton, c'est parce que vous avez un signal prix que vous le faites. Sauf qu'il est actuellement, vous considérez adapté. Mais donc, en tout cas, toute notre démarche, c'est d'éviter de nous mettre dans les pattes de la filière industrielle. Mais François Berthier, vous allez sur le verre, je peux pas. Qu'est-ce que vous allez faire sur le verre ou sur le placo? Mais parce que c'est des matières plus chères. Plus cher. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien trier. Mais François Berthier, vous me disiez aussi, quand on préparait le débat, c'est que vous êtes dans une logique de circuit court également. Vous parliez de ces norias de camions à éviter. Mais je crois que... Alors, le circuit court, on le fait sur nos propres chantiers, quand on le fait à l'intérieur du chantier. Mais là à l'intérieur du groupe Bouygues, avec les filiales de construction et les filiales routières, et là, on rejoint le digital. Vous parlez du digital tout à l'heure, monsieur le député. On a imaginé de créer une plateforme où, finalement, pour mettre en face de l'offre de déchets et du besoin de déchets, en particulier, et cette plateforme ouverte, pas, bien entendu, pas réservée à nous-mêmes. Donc en fait, ce qui pourrait équilibrer en permanence l'offre et la demande, et a priori faire chuter les prix et éliminer l'intermédiation. Vous m'avez dit c'est un peu le mythique, c'est le mythique des déchets. Mais effectivement, trouver à proximité le mythique des ressources. Les déchets étant une ressource. Oui. Bien sûr, parce que ça ne marche parce qu'il y a un bout de la chaîne qui considère ça comme une ressource et l'autre comme un déchet. Oui. On peut faire un circuit court entre lui et moi, c'est beaucoup mieux que d'avoir toutes ces chaînes. C'est ce qu'on commence à faire. C'est ce qu'on fait à Bagneux. Inscrivez-vous sur le mythique Bouygues et passez donc du jetable au recyclable dans les mots et du déchet à la matière, à la ressource. À la ressource. Et puis, vous me disiez, bon, là, on a beaucoup parlé du béton, mais il y a d'autres matériaux et dans cette logique qui peuvent être plus intéressants également. Oui, ma troisième idée est pour diminuer les déchets. Une autre manière de diminuer les déchets, c'est d'éviter d'avoir à démolir les bâtiments. Et donc là, c'est l'idée d'allonger la durée de vie des bâtiments, et en particulier de la partie lourde qui est le gros œuvre, et donc finalement de faire en sorte que les bâtiments soient réversibles ou soient transformables. À partir du moment où vous pouvez... Aucun d'entre nous ne sait de quel usage va devoir être fait dans 20 ans, dans 30 ans du bâtiment qu'il construit aujourd'hui. On fait des bureaux, on aura peut-être besoin de logement ou de commerce. Et donc ici, la solution aujourd'hui, c'est clair qu'il est plus économique de démolir un bâtiment pour construire du neuf que de le réhabiliter. Et la transformation de bureau en logement est très compliquée, sauf quand on a des résidences étudiants ou des choses de ce genre-là. Donc l'idée, c'est qu'il est probable qu'on est capable de réfléchir sur des bâtiments dont l'évolution dans le futur demandera des travaux, parce que ça, c'est impossible de le faire sans travaux, mais dont l'évolution sera beaucoup moins coûteuse et dans lequel l'arbitrage, toujours pour le signal prix cher à Pierre-André de Chalendar, sera qu'il est plus économique, parce qu'ils ont été conçus de façon différente, sera plus économique de les transformer que de les démolir pour les reconstruire. Donc vous revenez à la conception et à la structure même du bâtiment qui va être pensé. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail. On est en train de faire un certain nombre d'expériences, on a beaucoup travaillé, mais il y a quelques idées simples qui consistent d'abord à éviter les façades porteuses. Dès qu'il y a des façades porteuses, on ne sait plus rien faire. Donc la structure idéale, c'est des poteaux dalles ou poteaux poutres et des remplissages, parce que les remplissages, eux, on peut les manipuler, les transporter, les recycler. Et donc ça pousse plutôt à des technologies qui sont des technologies bois ou technologies sèches, bois-métal plutôt que du béton. Et puis, c'est de désolidariser tout ce qui est la tripaille, tout ce qui sont les réseaux de la structure. On a beaucoup fait toute une génération, à laquelle j'ai participé au début de ma carrière, où on cachait le plus possible de choses à l'intérieur du béton.
Et alors, à ce moment-là, c'est Ce qui bien veut dire que compliqué là, quand c'est alors coulé dans que le si béton. vous désolidarisez structure et réseau, ce que d'ailleurs la précurseur avait fait sur le centre Pompidou, vous pouvez faire évoluer les choses de façon beaucoup plus simple parce que vous changez les tuyaux sans avoir à rien casser à l'intérieur. Donc il y a tout, et puis après il y a des réflexions sur les trames, mais toute cette idée, moi je crois beaucoup à cette idée de réversibilité des bâtiments et des quartiers d'ailleurs, parce qu'elle va permettre d'allonger la durée de vie et donc une fois de plus de couper la source de déchets, enfin la couper, l'amoindrir. Pierre-André de Moi, Chalandard. je trouve cette idée formidable, hein, d'autant plus que pour Saint-Gobain, nous, on fait des façades en verre et des cloisons, donc du second œuvre, donc ça veut dire qu'on aura encore du travail. Hein, et Saint-Gobain donc, n'est pas jetable. et qu'on aura... Non, Saint-Gobain est éternel. Et on aura même plus besoin de recycler. Enfin, je veux dire, on recyclera mais on n'a plus le problème du béton, de recycler le béton. Et l'étape intermédiaire sur laquelle certains travaillent, je pense que Bouygues et Saint-Gobain le font, c'est entre le bâtiment et le recyclage, il y a la réutilisation des composants. Donc aussi avoir des bâtiments avec un passeport produit, ce qui est prévu dans la loi, où on suit la vie de l'élément, par exemple une grande baie vitrée, on suit la vie du produit. Et lorsqu'il n'est plus d'usage dans ce bâtiment, il peut être réutilisé et non recyclé pour un autre usage. Alors là, encore une fois, seule l'informatique nous permettra de faire au mieux et de ne pas passer par l'étape du recyclage. Et ça, c'est extrêmement important puisque le recyclage, il y a toujours de la perte en ligne, même dans le verre, et notamment un ajout d'énergie notamment. Donc, c'est l'étape suivante en s'appuyant sur le numérique pour pouvoir avoir une sorte de Lego que l'on réutilise et réemploie par ailleurs. Vous avez l'air dubitatif, Pierre-André de Chalandard. Techniquement, ça ne marchera pas toujours, mais quand on peut le faire, c'est idéal. Mais ce que je veux dire, c'est que autant sur les sujets qu'on a parlé avant, ce n'est pas des sujets techniques, c'est des sujets de mise en œuvre, autant là, vous affleurez des sujets qui vont être plus techniques. François Bertière. Oui, j'ai même scepticisme. Première remarque, le BIM va nous permettre de faire, en tout cas, le BIM va nous permettre de suivre tout dans ce le qui est la temps, maquette numérique et puis effectivement, puisque le BIM nous référence tous les produits. D'ailleurs, chez vous, ils sont tous catalogués. Ce n'est pas le cas chez tous les industriels. Et donc, on saura ce qu'on a mis à quel endroit et ça servira à la gestion du bâtiment. Donc là, la réponse à la question, on saura exactement où est la fameuse baie vitrée. Après, je pense qu'on aura beaucoup de peine à la réaliser telle qu'elle pour deux raisons. D'abord, pour des raisons de technique de mise en œuvre qui viennent d'être évoquées. Et la deuxième, et ce qui est une bonne nouvelle de votre point de vue, c'est qu'au fil du temps, les réglementations vont évoluer, vont se durcir. Oui, et donc, le verre que Saint-Gobain nous fabrique aujourd'hui, il sera complètement obsolète dans 10 ou 20 ans. Bon, c'est un peu ce que j'avais entendu. Tout à fait d'accord. Bien, alors vous connaissez le principe du rendez-vous annuel des directeurs immobiliers, c'est qu'on ne monopolise pas la parole de ce côté de la salle, mais qu'on a le débat, la discussion avec vous, à partir de vos réactions, bien sûr, des questions d'éclaircissement que vous souhaitez poser à nos intervenants, et puis des témoignages que vous avez par rapport aux opérations que vous conduisez et à l'approche du sujet, en particulier donc cette... immobilier recyclable, pour ne pas dire jetable. Comment vous abordez ces questions aujourd'hui? Quels problèmes ça vous pose ou au contraire, quels enjeux vous voyez? Je crois qu'il y a des micro-baladeurs normalement qui sont prêts pour que vous puissiez intervenir. Voilà, les hôtesses arrivent et les micros aussi, donc il suffit de faire signe. Qui souhaite faire la première intervention? Voilà, c'est Philippe Pelletier qui intervient en premier. Allez-y. Ce qui permettra au deuxième intervenant de se préparer. Merci pour l'animateur. Je veux juste attirer l'attention sur une technique que François-Michel Lambert a évoquée, qui est celle du Green Deal. C'est-à-dire un outil de droit souple dans lequel je mets des espoirs peut-être infinis pour transformer la société française vers moins de réglementation et davantage d'engagement volontaire. Le droit de l'environnement aux Pays-Bas, c'est 4 à 500 Green Deal qui irriguent complètement la pratique de tous les métiers. Les métiers s'engagent et la puissance publique
prend acte de l'engagement, dit qu'elle le valorisera, etc. Et d'énormes progrès ont été faits. Et donc moi, je m'adresse au parlementaire qui est au milieu de la tribune en lui disant qu'il ne suffit pas qu'il y ait ici 4 Green Deals, ce qui a été le cas quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie. J'en ai fait signer un par Emmanuel Cosse il y a quelques mois pour le logement. Un nouveau se prépare avec Pierre-André de Chalendar. Tout ça est parfait. Il faut que le mouvement soit plus ample, pas seulement dans l'économie circulaire, car il a un champ plus vaste. Et ça suppose que le Parlement accepte de ne pas vouloir légiférer sur tout et en permanence. Ça suppose qu'il laisse la place à l'initiative privée, qu'il la reconnaisse, qu'il la valorise, qu'il en mesure les effets. Et à ce moment-là, on aura une société intelligente qui se transformera par l'action volontaire. Hors les champs de sécurité ou de santé des gens, où il faut évidemment de la règle impérative. Alors, comment on encourage ce passage à la contractualisation, hein? Alors, il faut qu'on soit au moins la moitié, mais je dirais 576 autres convaincus. Pour moi, ne vous inquiétez pas. C'était en printemps 2013. J'ai organisé, via l'Institut de l'économie circulaire, un voyage aux Pays-Bas dans lequel il y avait la ministre Delphine Batho et Nicolas Hulot qui faisaient partie. Et de ce voyage, nous avons ramené les Green Deal, qui ont mis 3 ans à émerger pour en sortir, vous avez raison, 4. Et c'était Emmanuel Macron qui les avait signés en avril 2016, les premiers, justement sur une journée économie circulaire et industrie. Et je suis totalement dans le sens de ce que vous avez indiqué. Il y a, c'est laissé libre à l'expérimentation. De toute façon, c'est pas infini. On deal, on démontre, les acteurs démontrent à l'État qu'en changeant des systèmes, en prenant d'autres approches, en allant au-delà de la réglementation souple, comme vous avez dit. Moi, je dis c'est la réglementation grise que l'on conquiert, etc., etc. On parle de la même chose. Et au bout de 2-3 ans, on fait un bilan et la réglementation va évoluer ou pas en fonction. Et effectivement, le problème en France, c'est qu'on n'en fait que quelques-uns. Et le risque, vous l'avez signalé, c'est le Parlement et notamment à l'Assemblée nationale. Alors, je peux vous rassurer sur l'Assemblée nationale, il y a 308 députés qui ont été élus pour mettre en place le projet d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron connaît bien ce ECV, ces Green Deal. Donc ça devrait pouvoir le faire. Après, il y aura probablement des papiers médiatiques et des acteurs non étatiques qui feront remonter des risques à nous et à vous surtout, de faire en sorte de démontrer que c'est une bonne chose et que les risques que l'on va agiter devant les médias sont plus des fantasmes que des réalités, parce que les professionnels sauront respecter les enjeux, notamment protection sanitaire, protection environnementale, qui sont les 2 enjeux évidemment incontournables. Donc je ne sais pas si j'ai pleinement répondu, mais vous avez bien fait de réappuyer sur ce point. Et je rajouterai, parce que là j'insiste fortement, la révolution numérique et tout ce qu'elle nous apporte. On n'a pas parlé de l'impression 3D. Hein. À un moment donné, l'impression 3D est une réponse, vous le savez sûrement 1000 fois mieux que moi, à l'utilisation de déchets, de boue par exemple, etc. Elles sont plus faciles à mettre en œuvre avec de l'impression 3D bâtiment que ces boues, les mettre en œuvre dans un processus classique de béton, notablement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais à un moment donné, il y a le statut du déchet, etc. Bon, je ne vous le fais pas. Donc la révolution numérique, la révolution technologique nous oblige aussi à ouvrir en Green Deal, à être beaucoup plus souple, à oser les expérimentations, à faire confiance à ce que les pouvoirs publics accompagnent et non pas surveillent et bloquent les initiatives que les uns et les autres portent. Et en France, encore plus, parce que je suis certain que c'est en France où ils naissent le plus d'innovations
dans quelques domaines que ce soit, et notamment dans le bâtiment, nous sommes quand même un des pays les plus efficients, les plus efficaces, et les acteurs qui sont ici présents, et vous tous, vous le démontrez. Mais François-Michel Lambert, comment on donne envie aux acteurs de rentrer dans ce type de contractualisation Écoutez, Pierre-André de Chandard, il y a un élément économique, bien évidemment. Exactement, c'est ce que je voulais dire à Philippe. Tout ça, c'est très bien, à condition qu'il y ait un business case économique. Donc après, le business case économique, il est quand même lié à ce que je disais sur le signal prix, qui peut être incitatif ou qui peut être dissuasif. Évidemment, on préfère tous quand il est incitatif. Mais j'allais dire, selon les cas, ça marche dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut qu'il y ait un élément économique. Si ce n'est pas économiquement viable, ça ne se fait pas. Mais, pardon, François. Oui, mais justement, comme on parle d'un Green Deal, une sorte de, pardon de le dire comme ça, business plan derrière l'idée du Green Deal. Donc, quand un acteur viendra le présenter, il aura lui-même défini les conditions, est-ce que c'est atteignable ou pas. Et d'ailleurs, dans le Green Deal, et je pense que c'est là où il doit évoluer, on peut même imaginer, dire, je pourrais le faire, mais en plus de la question de la réglementation, j'ai une question de fiscalité, ou j'ai une question d'aide économique, par exemple, par des compétences nouvelles à acquérir dans la filière. Et là, je souhaite que les pouvoirs publics donnent les moyens pour que dans cette filière, les compétences puissent être acquises. Revenez sur mes 4 leviers. Ils ne peuvent pas être dissociés, ils doivent être vus de façon globale. Et c'est pour ça que j'ai un pouce, et je vais accélérer, pousser encore plus fort, donc je compte sur vous pour le faire savoir. La France doit se doter de cette stratégie. Elle doit se doter de cette stratégie, parce que sinon, ça va être des one-shots ici et là, qui feront des bonnes conférences, mais qui ne feront pas la transformation en profondeur et qui ne nous permettra pas d'atteindre des opportunités, parce qu'on est dans une société de gaspillage, et ce gaspillage est une perte d'opportunités pour la création de valeur et donc des créations d'emplois derrière. Mais là aussi, c'est votre rôle de rendre ces filières viables, donner le coup de pouce fiscal. Alors, pas tout à fait le mien. Gouvernement. Vous allez voter la loi de finances. Oui, mais de faire en sorte que le gouvernement puisse y aller. Donc de pousser. Alors oui, mon rôle en tant que président de l'Institut de l'économie circulaire, oui. En tant que parlementaire, non. Donc j'ai cette chance d'une double casquette. Et puis ensuite, François c'est Berthier. aussi le rôle des professionnels. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, mais à ce moment-là, c'est à nous et on va le faire, mais c'est à nous d'avoir l'initiative. Donc, dans votre schéma, chacun dit ce dont il a besoin et pour le faire. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de plus de matières recyclées. Voilà. Donc, je suis prêt à les payer. Mais simplement, il faut que je les paye par rapport aux matières vierges. Je suis prêt, si vous prenez l'exemple du verre plat, je suis prêt à le payer plus cher puisque j'économise de l'énergie en le faisant. En plus, c'est win-win pour tout le monde. Mais il y a quand même une limite économique. Donc, c'est à nous aussi, aux industriels et à tout le monde de réfléchir. Et je pense que là, on peut lancer quelque chose de très vertueux, pour reprendre votre titre. François Berthier. Oui, deux remarques. Évidemment, il faut qu'il y ait un modèle économique derrière tout ça, parce que sinon ça ne marche pas. Mais moi, ce que je retiens, c'est que finalement, il y a 4 leviers. Et je pense que c'est à nous de venir vous voir en vous disant, voilà le menu dont on a besoin pour pouvoir faire décoller telle ou telle filière. Et c'est pour ça que les expérimentations sont de ce point de vue-là importantes. Deuxième remarque qui pour moi est fondamentale, c'est qu'on oublie un acteur dans tout ça. C'est le client. C'est que nos clients à nous et vos locataires et les salariés de vos locataires exercent une pression de plus en plus forte sur ces sujets-là. Et que c'est ça qui nous fait bouger. Alors, si aujourd'hui, c'est clair que François Berthier, si on vous comprend bien, les directeurs immobiliers exercent une pression. Non, pas eux, mais eux, ils sont au service des entreprises qui logent et des salariés des entreprises qui logent. Je suis sûr que le siège de Saint-Gobain, il va plus loin. L'utilisateur final. Je suis sûr que le siège de Saint-Gobain, il va plus loin que la réglementation en matière de thermique, de vertu verte. C'est évident parce qu'il en a besoin. L'utilisateur final prend le pouvoir partout. Et ça, c'est un des impacts du digital. On est ubérisé. Voilà. Non, mais c'est clair. Et donc ça veut dire que c'est poussé par nos clients
que nous-mêmes allons avoir besoin de faire ces Green Deal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une oreille attentive en face pour pouvoir amorcer la pompe. Et je pense que c'est ce qui se passe aux Pays-Bas. Alors, est-ce que... oui, je vois qu'il y a plein de questions qui se... moi, je vois aussi l'autre côté. C'est qu'il il y a aussi une nécessité, les pouvoirs publics ont leur rôle, et au-delà des acteurs publics en général, c'est que le citoyen, par culture, est très méfiant de tout ce qui est issu du réemploi, du recyclage. Comme s'ils étaient de seconde main. Voilà. Ouais. Et donc on a... Vous posez la question quand vous buvez. Mais pas à moi, vu mon parcours, et les gens ne le savent pas, mais oui, je l'ai bien en tête, ayant eu un passé dans le domaine. Mais nous avons, par exemple, je ne suis pas certain que, et on l'a vu, moi j'ai la chance d'avoir une carrière dans ma commune, qui a 50%, c'est de la matière vous êtes vierge. le député de Gardanne. Voilà. Hein. Et 50%, il y a aussi des bouts rouges. Mais voilà, vous voyez, hein, je suis occupé. Mais on va revenir sur cette carrière. 50% de matière vierge, 50%, il régénère des déchets du BTP issus du pays d'Aix. Eh bien, moi, j'ai demandé si c'était parce qu'ils n'avaient pas assez de déchets, qu'ils n'étaient qu'à 50% de régénérés. Non, c'est qu'ils n'ont pas assez d'acheteurs, et notamment les acheteurs publics, se méfient du granulat qui a les mêmes caractéristiques, qui a les mêmes normes, notamment, vous l'avez expliqué, pour certains usages, et qui préfèrent encore acheter de la matière vierge, parce qu'on ne sait jamais, avec toutes les histoires qu'il y a pu y avoir ici ou là, voire à l'autre bout de la planète. Donc, nous avons aussi ce problème d'acceptation par la société, des matières recyclées, mais du réemploi, ou de faire perdurer un bâtiment et de comprendre que lui redonner 20 ans, c'est pas prendre les personnes pour étant de seconde zone et on va leur donner un bâtiment de seconde zone et non pas un bâtiment neuf. C'est bien des bâtiments qui auront été régénérés et qui seront au contraire très positifs. Donc on a aussi ce problème dans la société. François Berthier, est-ce que les opinions évoluent Moi, je suis persuadé que les opinions changent à une vitesse considérable. Vous avez aujourd'hui des voitures qui vous disent que les pare-chocs sont, des voitures de luxe, que les pare-chocs sont faits en plastique recyclé. Et c'est un argument de vente. Et nous, nos clients en maison individuelle, nos clients, enfin d'appartement plutôt, nos clients individuels, sont extrêmement demandeurs de sujets